Bonjour, je suis très très heureux d'être ici parmi vous. Le débat promet, enfin du moins je l'espère, d'être vraiment intéressant. Et au-delà de ça, il faut savoir que j'ai une certaine complicité avec Jean-Marc, avec qui on a souvent des échanges, des déjeuners où on parle de ces enjeux de changement de l'économie. On partage, je crois, un certain nombre de thèses. Et je dois dire que j'avais prévu une certaine structure dans mon intervention, mais je crois que je vais avoir du mal à résister au fait de répondre à certains points qu'il a évoqués, parce qu'il le sait très bien, on en parle assez souvent, et en particulier, un point qui me semble tout à fait important, c'est cet avènement de l'ère de l'intelligence artificielle et sa conséquence sur l'emploi, le travail et l'organisation sociale en général. J'aimerais bien commencer par ça, parce que je crois que c'est quelque chose qui est souvent mal compris. Alors, effectivement, on a des études qui sont nombreuses, qui commencent à pointer le fait qu'on va avoir ce que nous, en économie, on pourrait appeler des gains de productivité, qui vont être très importants. Il faut savoir que les gains de productivité, depuis une trentaine d'années, ils sont faibles, ils sont de l'ordre de 1% par an, et ils ont plutôt tendance à diminuer, ce qui nous éloigne de toute perspective de révolution industrielle ou technologique. C'est-à-dire que ce qui mesure les révolutions, c'est la productivité. Et cette productivité, elle a été, par exemple, 3 années de suite négative au Royaume-Uni. C'est-à-dire que vous retournez vers l'ère pré-industrielle quand vous détruisez de la productivité. C'est ce qui est le plus inquiétant, à tel point que la patronne du FMI a une fois déclaré, et je crois que c'est une déclaration que moi j'ai trouvée intéressante, c'est la productivité ou la guerre. Parce que finalement, la productivité, c'est ce qui nous procure l'espoir d'avoir la possibilité de mieux vivre demain. Tout le bienfait dont on bénéficie ici, cette salle, son éclairage magnifique, etc., c'est la conséquence de la productivité. Et donc, je crois que ce point est tout à fait important. Et je crois qu'il y a déjà une première contradiction, c'est le fait de craindre les gains de productivité procurés par l'intelligence artificielle. Ça, c'est quelque chose qui mérite d'être éclairé, parce que, encore une fois, je le rappelle, ça amène plutôt des bienfaits en général, la productivité. Or, cette fois-ci, on a une véritable crainte. Et je pense que cette crainte est alimentée par deux notions. La première, c'est une notion qui n'a pas grand-chose à voir avec l'économie, qui est une notion plus de la conscience des machines, de notre rapport avec ces machines, une notion de déshumanisation, du fait d'avoir finalement des machines qui sont meilleures que nous. Ce qui pose d'ailleurs la question, et je crois que c'est un point qu'on pourra, une question qu'on pourra poser à Eric, c'est de notre place dans l'univers. Parce que effectivement, moi j'ai plutôt tendance à penser que les machines sont a priori beaucoup plus productives que nous. Et que nous résumer dans une vision que moi j'appellerais weberienne, on vient d'en parler d'ailleurs, vous savez, Max Weber, c'était cet économiste, épistémologue du début du XXe siècle, et qui parlait de l'importance de cette culture protestante pour finalement forger une société américaine qui est orientée vers la productivité. Et donc, c'est l'idée de confondre l'éthique, la transcendance avec la productivité. Ça, donc, c'est une notion qui est tellement ancrée en nous que finalement, plus on va dire, la contrainte sociale augmente, notamment dans les périodes de crise, plus les gens qui sont peu productifs sont considérés comme immoraux, en fait. Et c'est très intéressant d'étudier ça. Il y a un livre d'un auteur que j'avais lu, dont j'ai oublié le nom, mais peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, qui s'appelait Le droit à la paresse, et qui venait en contradiction avec cette idée weberienne. Lafargue. Ouais, c'est ça, Paul Lafargue. Et qui disait, mais en fait, est-ce que vraiment on est là tous pour devoir bosser comme des ânes et voilà, donc ça c'est une notion qui en soi répond partiellement au problème, c'est-à-dire, est-ce qu'on doit vraiment être productif, et auquel cas, est-ce que les machines vont nous déclasser en tant qu'humains? Question qui est finalement rarement posée en ces termes, et largement alimentée par des polémistes comme Laura Alexandre, qui nous explique que finalement, la meilleure des choses qui puisse arriver à l'humanité, c'est de disparaître. Puis il y a le deuxième aspect. Je ne fais qu'alimenter le débat, je n'ai pas de position personnelle là-dessus. Enfin, si j'en ai une, ce n'est pas celle que j'exprime, en tout cas. Voilà.
le deuxième aspect, qui est un aspect intéressant, c'est finalement pourquoi est-ce qu'on aurait à craindre les gains de productivité puisqu'ils nous ont amené un bienfait considérable jusqu'à présent. En fait, le problème, ce n'est pas les gains de productivité, c'est leur affectation. Et ce que l'on voit depuis maintenant 45 ans, depuis la crise de 1974, et puis plus encore avec une accélération depuis la révolution conservatrice, c'est une diffraction forte entre les gains de productivité et leur répartition entre le travail et le capital. Donc auparavant, il y avait une sorte de, je ne vais pas qualifier ça de deal faustien, mais plutôt de deal fordien. C'est-à-dire qu'entre 1918 et 1974, 1976, 1980, il y a eu une répartition tout à fait rigoureuse entre le capital et le travail des gains de productivité. Je ne crois pas que ce soit contesté à aucun moment de cette période. Et puis, pour des raisons qui seraient... On pourrait rentrer dedans, mais je trouve que c'est un débat tout à fait passionnant, mais peut-être un peu technique à expliquer. Il y a eu cette diffraction, à tel point, et je l'ai lu dans le New York Times récemment, que entre 2011 et 2015, 96% de la croissance a été au bénéfice des moins de 1% des plus riches. Donc le reste de la population américaine s'est appauvri, et c'est probablement assez historique qu'on n'arrive pas à redistribuer les gains de productivité à ce point-là. Et donc, évidemment, on est en droit de se dire, mais si les gains de productivité sont encore plus importants, ils vont être affectés à quelques-uns, ils vont créer des distorsions sociales extrêmement fortes, et si on tire le trait, on peut se dire, on va perdre le fonctionnement d'une société cohérente, le fonctionnement de la démocratie, etc., etc. Et ça, je crois que c'est un débat qui n'est pas assez posé en ces termes et qui est essentiel parce qu'il nous permet d'éclairer la façon dont on doit utiliser ces technologies et d'éclairer la façon dont on doit réguler et mettre en œuvre une vision politique à l'égard de la modernité. Donc aujourd'hui, vous avez encore récemment des acteurs qui se présentent parfois aux élections présidentielles, qui parlent de créer un minimum, un revenu minimum d'inactivité, ou d'activité, pardon, mais qui est aussi d'inactivité d'ailleurs, par ailleurs, mais qui ne le pose pas dans les bons termes. C'est-à-dire que le terme, le contrat social qui me semblerait intéressant, c'est de le lier au gain de productivité et de dire, finalement, ce qu'il faut, c'est s'assurer que la redistribution des gains de productivité vont au plus grand nombre des individus. Et ça, c'est vraiment, je crois, une façon de poser une vision politique qui est tout à fait nouvelle et qui est ancrée dans les potentiels de la technologie. Ça, je crois, j'ai peut-être fait une petite digression parce que ce n'est pas tout à fait le propos du thème de cette conférence, mais je sais que ce sujet nous passionne en commun et il me semblait, pour une fois qu'on est réunis ensemble dans le cadre d'une conférence, tout à fait dommage de ne pas l'évoquer. Alors, maintenant, je vais faire un petit peu le même exercice appliqué à la finance, c'est-à-dire que je vais essayer d'évoquer la technologie dans cet univers, et je vais même faire la prouesse d'éviter de parler des blockchains, parce que je crois que tout conférencier digne de ce nom qui vient parler de la finance et tout ça doit nécessairement faire une élucubration extrêmement sophistiquée, généralement incompréhensible, sur l'opportunité de mettre en œuvre des blockchains dans tous les domaines. Voilà, je ne vais pas le faire. J'espère que ça ne déçoit personne. Mais je vais vous parler de choses qui sont, à mon avis, beaucoup plus à l'œuvre aujourd'hui et qui touchent plus de monde, qui sont tout à fait intéressantes. La première chose, c'est à mon avis, pour relier mon propos, le propos que je viens d'évoquer, c'est finalement les conséquences qu'ont eues sur les théories économiques fondamentales, par exemple le fait d'avoir une réciprocité informationnelle entre tous les acteurs. Donc ça, c'est Adam Smith, c'est vraiment, d'une certaine manière, les fondamentaux de l'économie moderne. Eh bien, j'observe que la rupture d'équité, elle s'est produite à peu près à la date que je vous ai énoncée, c'est-à-dire vers entre 1974 et 1980. C'est-à-dire que le moment où on n'a plus été capable de fournir la même information à l'ensemble des acteurs, c'est le moment où on a commencé à synchroniser les marchés de façon électronique, en commencement par l'ancêtre de l'ALENA, je ne sais plus si c'était l'ALENA, mais
Les premiers marchés synchronisés de façon électronique, c'était en 1976 entre les États-Unis et le Canada, où je ne sais pas si c'est les régulateurs, mais en tout cas, les banquiers américains ont été voir le régulateur, et les régulateurs ont été voir les politiques, et leur ont dit quand même, il y a un truc super, si on est capable de synchroniser les marchés, on va avoir des marchés qui seront plus efficaces, donc il y aura plus d'argent qui ira dans l'économie, et donc ils vont faire ça. Et c'est un débat qu'on a déjà eu. Moi, je pense que l'agenda politique, il est dicté par la technologie, et que la révolution conservatrice, elle est en conséquence de la technologie. Et quand on a commencé à avoir ce potentiel technologique, comme par hasard, quelques années plus tard, on a Reagan et Thatcher qui prennent le pouvoir et qui vont induire une révolution mondiale conservatrice, où ils vont dire il faut de la globalisation parce que c'est bon pour tout le monde, etc. Mais pourquoi on a eu de la globalisation? On a eu de la globalisation parce que la technologie le permettait. Parce que le fax permettait d'aller commander des pièces en Chine plutôt qu'en France, parce que c'était moins cher en Chine et plus efficace. Et on a dit, mais en fait, grâce à Pascal Lamy, grâce au fait de faire tomber les barrières douanières, etc., ça va être génial parce qu'on va tous s'enrichir. Plus on est à participer dans cette magnifique épopée qui est le développement de la globalisation, plus ça va être super. Et je crois qu'il y a eu assez peu de gens ou d'États qui, en tout cas dans le monde développé, ont cherché à s'opposer à cette vision. Il y a eu une concertation générale dans le fait de créer la globalisation grâce aux ordres de marché électroniques, grâce aux fax, grâce aux ERP qui étaient de plus en plus intégrés. Et je voudrais vous laisser avec cette réflexion sur ce sujet. Finalement, est-ce que la vision que l'on a, elle est portée par un débat public, etc. Ou est-ce qu'au fond de ça, derrière ce débat, il n'y a pas le potentiel extraordinaire de la technologie qui va induire le débat de façon très très polarisante? Et donc voilà, donc cette chose-là, évidemment, elle a été très largement remise en cause aujourd'hui. On est dans une phase de démondialisation parce que le dumping social environnemental qu'il a été possible de faire de cette façon-là a été extrêmement important. Et je crois qu'aujourd'hui, on assiste quasiment chaque semaine à l'émergence d'un nouveau pôle où il y a une phase d'extrême droite avant-hier en Allemagne, hier au Brésil, qui est prête à prendre le pouvoir. On doit se poser la question si, dans la distribution de ces gains de productivité, on n'a pas un vrai problème et que ce problème aboutit à une montée des populismes effarantes dans absolument tous les domaines. Donc ça, c'est pour la face sombre. Et je crois que toutes les plateformes, que ce soit... Donc on n'a plus le droit de dire les GAFA, parce qu'à table avant, tout à l'heure, on s'est dit on ne dira plus les GAFA. Donc que ce soit les grandes plateformes chinoises ou américaines, tout cela ne fait que renforcer ce domaine, ce phénomène. C'est-à-dire qu'ils sont assis sur un tas d'or. Je prends juste les 10 plus grandes sociétés technologiques américaines. Elles ont 700 milliards de trésorerie inaffectées. Et si vous voulez, pour moi, c'est la démonstration même du dévoiement du système. C'est-à-dire que normalement, si on avait ce qu'on appelle un ruissellement d'innovation, c'est-à-dire que si elles utilisaient ce capital pour faire ce pourquoi elles ont été financées, c'est-à-dire pour innover, eh bien, ça serait les plus grands fonds d'investissement de la planète. Elles financeraient des millions de startups dans tous les domaines parce qu'elles seraient dans le respect de leur objet social tel qu'il est donné. Or, ce n'est pas le cas. Elles achètent des bons du Trésor américain. Et donc, on a clairement à l'œuvre, sous nos yeux, un phénomène de distorsion économique massive qui est exprimé, qui est un phénomène de rente et qui montre que, finalement, on devrait avoir, comme on a eu en 1924 avec le démantèlement de la Standard Oil, des régulateurs qui interviennent de façon puissante pour démanteler ces acteurs. C'est ce que normalement, tout marché normalement régulé devrait faire, et il ne le fait pas. Et du fait qu'il ne le fait pas, il alimente les populistes de tous bords. Je crois que c'est insuffisamment posé en ces termes, le débat politique, notamment en France où on a un débat qui est franco-français, qui ne voit pas ces dynamiques absolument essentielles. Et le fait de les comprendre, de les partager, nous permettrait pourtant d'abord de nous réinscrire dans la modernité, et puis d'avoir une voix qui porterait plus dans les instances internationales, finalement pour faire en sorte qu'on remette les pieds de l'économie à l'endroit. Et donc, je voudrais évoquer l'autre aspect qui, je crois, malgré tout, est tout à fait intéressant, qui est une dynamique extraordinaire, c'est la capacité d'aplatissement du monde de la technologie. Je vais vous donner un exemple extrêmement simple et je trouve
remarquable, c'est ce qui s'est passé au Kenya à partir de 2007. Un groupe de Kenyans, il y avait un certain nombre de Britanniques qui participaient à cette réflexion, se sont dit, finalement, ce qui est le plus déficient dans les pays en développement, c'est le système bancaire. À l'échelle du Kenya, qui à l'époque contenait 38 millions de personnes, vous aviez entre 2 et 300 000 personnes qui étaient bancarisées. Donc ça vous donne une idée de l'inefficacité des systèmes bancaires traditionnels. Et ils ont lancé dans un premier temps un système qui s'appelait M-Pesa, qui était non pas du mobile banking, mais du mobile money. C'est le fait, pour des montants généralement faibles, qui sont presque dans 95% des transactions inférieures à 4 $, de pouvoir échanger cet argent littéralement par SMS, par texte. Et ils ont lancé ce truc-là. Ça a été un succès extraordinaire. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Ça s'est transformé non plus en mobile money, mais en mobile banking, avec des services beaucoup plus évolués qui sont derrière cette plateforme. C'est plus du texte, c'est des applications. Et puis, c'est plus quelques poignées de personnes que ça touche. C'est maintenant, accrochez-vous, aux alentours, je n'ai pas les chiffres les plus récents, mais le chiffre le plus récent, c'est 32 millions de personnes sur 44 millions de Kenyans. Donc vous pouvez vous dire que à peu près toute personne en âge d'utiliser un téléphone mobile va avoir à un moment ou à un autre un compte M-Pesa qu'elle pourra utiliser, même pas forcément de son téléphone, parce que vous pouvez vous en servir de téléphones qui ne sont pas nécessairement les vôtres. Ce que disent les analystes économiques qui ont étudié ça, ils disent les choses suivantes. Ils disent 55% des transactions courantes du Kenya, 55% de ces transactions sont faites à partir de M-Pesa. Donc vous êtes en train de retirer toute la monnaie fiduciaire papier traditionnelle de ce pays-là, qui est devenu un peu marginal, à tel point où c'est la première banque centrale d'un pays en développement qui a annoncé qu'elle allait faire disparaître la monnaie à partir de 2022. Les externalités économiques sont incroyables. Un tiers du PIB vient de M-Pesa tout seul. La croissance du Kenya, c'est dans les pays qu'on appelle non minéraliers, les 15 pays qui ont la plus forte croissance d'Afrique, qui sont des pays quasiment systématiquement dans les 6 dernières années, qui sont des pays à faible PIB minéralier, donc pas de pétrole, pas de matières premières, eh bien, elle a été de l'ordre de 4 dans les plus faibles années à 9% dans les plus fortes années dans ces dernières années. Un tiers de ça vient de M-Pesa. Et ce phénomène, c'est aussi un phénomène qui est très vertueux parce que vous avez des pays comme par exemple le Tchad qui ont affiché 3 années de suite des croissances de l'ordre de entre 12 et 18%. Mais en fait, c'est massivement du PIB prévariqué, c'est-à-dire qui va dans la poche du chef d'État, de ses potes, des quelques gars qui sont là pour prendre des commissions. Et la population ne voit absolument rien de tout ça. Quand vous utilisez des indices un peu plus évolués, qui consistent à voir, par exemple, quelle est la proportion de la population qui est dans l'extrême pauvreté, vous apercevez que dans le même temps, ces indices se dégradent, comme ça a été le cas en Angola d'ailleurs jusqu'à peu. Ah oui, merci bien. Et donc, je crois que ce qu'on voit dans le cas du Kenya, quand vous avez des systèmes de mobile money, c'est du bon PIB, du PIB qui est massivement réparti dans les populations, et à tel point qu'aujourd'hui, tout bon chef d'État qui se respecte dans les pays en développement doit avoir un volet politique publique, développement de mobile money, de mobile banking, parce qu'on sait, on a tout un tas d'études de la Banque mondiale, de la BAD, d'acteurs de différents types qui nous montrent l'opportunité de faire ça. Et puis on est capable de mettre là-dessus des produits financiers plus sophistiqués, qui sont du crédit, de la rémunération du capital ou d'autres produits encore. Voilà, donc je crois que l'exercice, c'était de vous dire, moi j'essaye, je pense qu'on est passé dans un monde qui est nécessairement complexe, post-manichéen, et je crois que de se dire il faut être contre ou pour quelque chose, c'est un peu dépassé. L'objectif, c'est de comprendre le sens de l'histoire, leur nature profondément technologique, de faire cet effort de comprendre le potentiel des technologies et à partir de là, d'être capable de repenser ce monde dans une logique qui est extrêmement différente. Aujourd'hui, je considère, et je finirai là-dessus, que la plupart des débats en matière de programmation politique, de vision politique du monde, et y compris d'ailleurs des débats a priori très éloignés comme des débats sur l'identité,
sont complètement à côté de la plaque, particulièrement en France, parce qu'ils ne tiennent pas compte de ces dimensions. Et ils ne tiennent pas compte de ces dimensions parce qu'on a perdu cette appétence qui était pourtant, je pense, l'une des caractéristiques propres de la nation française. C'était cet intérêt pour les sciences, cet intérêt pour les techniques. Je lisais l'autre jour qu'en 1912, il y avait au Parlement français pratiquement 40% des membres qui venaient d'une filière de sciences dures. Je pense qu'on est aujourd'hui, je n'ai pas fait le calcul, mais probablement en dessous de 10%. Et donc, on assiste à des débats absolument psychédéliques sur les grands thèmes, que ce soit le liquide, l'homéopathie, le nucléaire, je ne sais pas quoi. Tout le monde peut dire n'importe quoi, et a priori, c'est tant mieux. Je vous remercie beaucoup.